On va enchaîner avec notre première table ronde sur le métaverse et le Web3. Sont-ils les leviers de transformation qu'on imaginait il y a tout juste un an? Je vais appeler à me rejoindre sur scène Kim Tran, Adrien Lepage et Constantin Garot. Bienvenue à vous. Une table ronde animée par François Kirel, directeur de la rédaction de 100% Média, la newsletter des décideurs. Bienvenue. Prenez place, je vous en prie. Chacun un micro. Bonjour. Bon. Bonjour à tous. J'ai la voix un petit peu enraillée aujourd'hui, donc du coup c'est vous qui allez surtout parler. Et on ne se moque pas. Merci à tous en tout cas d'être là. Je vais refaire peut-être un tour de table avec Constantin Garot du PMU. Peut-être un petit mot de vos missions chez PMU. Donc Constantin Garot, je suis directeur de l'innovation et donc on réfléchit à l'avenir et au futur de nos jeux. Kim Tran, vous travaillez chez Ubisoft. Tout à fait. Donc chez Ubisoft Mobile et on s'occupe de toute la mise sur le marché de tous nos jeux mobiles. Donc marketing, distribution, customer support, etc. Pierre Dutoit de Meta. Pierrick, oui je sais, j'ai un prénom. Pierrick, pardon. Je m'occupe de tout le business de Meta en France. Et puis Adrien Lepage de chez Mindshare, qu'on voit souvent sur les sujets autour du métaverse. On se moque de moi. On se moque pas, on avait dit on se moque pas. Oui, bonjour, Adrien Lepage. Moi, je dirige la partie digitale et innovation chez Mindshare. Et en effet, on parle beaucoup gaming, donc metaverse, forcément. Alors, le 29 octobre 2021, il y a Mark Zuckerberg qui a annoncé cette ambition autour du métaverse avec la transformation du nom qui est devenu Meta. Facebook est devenu Meta. Un an après, on a fait le bilan et c'est vrai que derrière, c'est une belle ambition, mais en même temps, ça a été extrêmement décrié. Donc je vais m'adresser à toi, Pierrick, qui représente aujourd'hui Meta. On voit qu'aujourd'hui, il y a eu un effet buzz, un effet marque très important. Mais au final, aujourd'hui, un an après, les utilisateurs ne sont pas là. Est-ce que finalement, le message de Mark Zuckerberg, il n'a pas été mal compris puisque, pour reprendre un article de Claire Voitier du Figaro cette semaine, qui disait finalement on est comme au début du web en 1997, tout le monde disait ça marchera jamais, c'est n'importe quoi, c'est un rêve de certains, mais au final est-ce que on n'en est pas là aujourd'hui avec le métaverse et on n'a pas voulu aller une fois de plus trop vite? Alors, il était très clair dès le début dans ce qu'a dit Marc il y a un an, c'est une vision à 5 à 10 ans. C'est un peu, quand on parlait du mobile à l'époque, tout le monde disait « Ah, le mobile, quelle révolution !» Puis on disait, on a des gens qui connaissent très bien le mobile ici, on disait « Ça décolle pas, ça décolle pas !» Et d'un seul coup, ça a décollé. Le métavers, c'est une vision à 5 à 10 ans. Il y a plein de piliers qui sont en train de se construire aujourd'hui. Donc c'est comparer la présence dans le métaverse aujourd'hui, c'est ridicule, puisque en fait, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui s'intéresse au métaverse, mais au-delà de ce qui est la partie visible, et nous sommes là pour en parler ce matin. Et surtout, il faut voir à 5 à 10 ans comment ça va se construire. Donc la vision est la bonne, nous on en est persuadés, on pense que c'est la prochaine étape de l'Internet, c'est vraiment ce qui va se continuer et ce qui est en train de se construire. Et il y a aujourd'hui énormément de briques qui le font. Et dans ce que Meta a fait il y a un an, il y a quelque chose de très intéressant, et on le voit aujourd'hui avec plein d'acteurs, il y a énormément de sociétés qui s'engagent dedans. Sociétés et de personnes. Nous avons ouvert la Metaverse Academy à Marseille et à Nice pour former des gens, des codeurs qui vont développer en réalité virtuelle. Nous avons des partenariats avec des sociétés comme Zoom, Microsoft, AutoCAD, etc. pour construire des éléments dans le métaverse. Donc la vision est la bonne. Dire aujourd'hui que c'est un échec, c'est effectivement comme dire il y a je sais pas combien d'années, Internet ça ne marchera jamais. D'accord, croyez-y si vous voulez. Nous, on pense différemment et on pense qu'on a raison de le croire. Donc vous restez dans la même philosophie, même si aujourd'hui on voit bien que Meta a souffert de cette transformation. Est-ce que finalement, et je répète un peu ma question, est-ce que finalement tout ça n'a pas été très mal compris et au final vous restez dans la même feuille de route aujourd'hui pour Meta? Alors,
Meta va bien. Quand je dis Meta va bien, nos utilisateurs sont en croissance. On n'a jamais eu autant de monde que maintenant sur nos plateformes. On a une croissance de plus de 4% des utilisateurs. Quand on regarde nos chiffres en year-to-date, en croissance de chiffre d'affaires, on a une légère croissance de chiffre d'affaires qui, et Nicolas en a parlé en début d'année, dans le contexte actuel, est tout de même compliqué. On a parlé d'Apple, on a parlé des contraintes, etc. Donc Meta va bien. Il y a effectivement aujourd'hui, à cause des chutes en bourse, et la bourse, ça monte, ça descend, et il y a quand même beaucoup de sociétés qui chutent en bourse, on ne peut pas juger de la santé d'un business uniquement sur ça. Donc ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, sur le métaverse, l'incompréhension, j'aurais tendance à dire, ceux qui ont voulu ne pas le comprendre ne l'ont pas compris. Et après, nous, on y croit encore, tous ceux qui sont là aujourd'hui y croient, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des éléments tangibles. Les éléments tangibles sont les sociétés qui travaillent dedans, sont les développements qui ont lieu autour de ça. Et si on prend ne serait-ce que chez nous Oculus, vous voyez, qui est la réalité virtuelle, il y a eu des ventes pour plus d'1,5 milliard de dollars d'applications et de jeux sur Oculus. C'est une réalité économique. Donc on pense que c'est vraiment la bonne direction. Après, on mesure la chose. Notre business reste prioritaire. On est toujours beaucoup dessus et nos chiffres le montrent. Et le métavers, ça fait partie de ces investissements sur lesquels nous accélérons et nous allons fort dessus, mais en gardant à côté le reste de notre business important. Adrien, toi, tu accompagnes les marques chez Mindshare sur ces sujets. Beaucoup de questions, j'imagine, depuis un an. Aujourd'hui, finalement, le terme métaverse est un peu galvaudé. Ça devient un peu pestiférant en se disant, oh là là, c'est quoi ce truc, ce machin? On parle de médias immersifs, mais finalement, la tendance et le progrès est là, puisque au-delà de l'effet de mode, les marques se posent des questions autour de ces sujets-là. Oui, tout à fait. Un petit mot sur le ça marche pas. Je suis complètement aligné sur ce qui vient d'être dit. Nous, on regarde sur les agences médias, là où les gens vont passer du temps, là où ils vont engager, là où ils vont se divertir, s'informer, échanger avec les autres, etc. Et s'ils passent du temps, ça crée une audience, ça crée un temps passé, et donc ça potentiellement crée un endroit dans lequel il y a un territoire d'expression pour des marques. Ça peut être de l'interaction client, ça peut être du marketing relationnel, ça peut être de la publicité, ça peut être plein de choses. Le temps passé dans les différents metaverse, il est en croissance et il est super important. Encore une fois, il n'y a pas un seul metaverse, mais il y a plusieurs metaverses très différents et il y en aura plein d'autres avec des rôles très différents pour les gens. Les gens vont venir y chercher des choses très différentes. De la même manière que sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux n'intéressent pas tout le monde. Chacun vient y trouver certains réseaux sociaux dans lesquels il se sent le plus à l'aise, où il a des choses à partager. Du coup, il créera du temps à l'intérieur de ça, et donc des expositions médias. Si on prend donc sur la partie gaming, qui peut être une des branches du metaverse, un endroit comme Roblox, qui commence à être très très connu en tant que metaverse, c'est 200 millions d'utilisateurs par mois. Il y a un chiffre qui est très regardé par les plateformes sociales, c'est le DAU, c'est Daily Active User, donc c'est le nombre de personnes qui reviennent chaque jour sur les plateformes, c'est plus de 45 millions. Et le temps passé, c'est 2h30 par jour. Donc c'est des chiffres qui sont monstrueux, c'est du temps passé metaverse, dans une forme de metaverse qui est peut-être très gaming pour l'instant, qui est peut-être très dans le jeu et tout, mais ça va être de toute façon un raz-de-marée. Après, nous, notre rôle, c'est justement d'avoir un échange avec les marques, et là, la présentation de Forrester que je n'avais pas vue avant, mais qui est très intéressante pour ça, c'est est-ce que les CMO, est-ce que les directions marketing, médias et communication vont être capables d'avoir des sujets d'innovation, des sujets d'expérimentation, parce qu'on est clairement sur l'expérimentation, alors que tout va être un petit peu tendu dans les mois à venir. Alors, ça me permet de faire le lien avec Constantin de PMU. Vous, le PMU, vous êtes dans un cadre contraint réglementaire. Oui, ça va, ouais. Qui doit être un peu frustrant. Mais finalement, aujourd'hui, le métaverse, en tout cas l'idée du métaverse, ce mouvement, ça ouvre le champ des possibles, en fait. Et du coup, comment vous l'abordez, sachant qu'il y a eu l'effet de mode, en se disant on va tous y aller, et en même temps, il faut s'imaginer à 5 ou 10 ans, comme disait Pierrick. Du coup, comment se positionne le PMU par rapport à ce sujet-là? Alors, nous, c'est un peu particulier. Donc, effectivement, on est hyper réglementé, jeux d'argent, etc. Singulièrement, donc on a une directrice générale qui est arrivée il y a un peu moins d'un an, qui a initié très tôt en fait, une réflexion en disant il faut qu'on s'empare de ce territoire-là et qu'on opère une espèce de mue qui est de dire il faut qu'on passe du pari au jeu, en fait. Donc le pari est très contraint. Le jeu est un espace dans lequel on peut se projeter, dans lequel on peut faire un certain nombre de choses. Et quelle serait notre place dans ces lieux-là, en fait, dans ces lieux immersifs? Notre conviction a été très vite de se dire on ne va pas faire des bars PMU dans
dans un fumée. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait en fait? Est-ce que ce qu'on reproduit, c'est la course, donc c'est l'hippodrome, c'est le spectacle sportif? Est-ce qu'on peut introduire du communautaire? Est-ce qu'on peut introduire une dimension réseaux sociaux, etc. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de réponses fermes et définitives sur ces sujets. Du jeu vidéo, en fait, finalement. Exactement, du jeu vidéo. Mais notre conviction, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'article du Figaro, c'est on est en 97 en fait. Et est-ce que le temps qu'on passe à y réfléchir, est-ce que le temps qu'on passe à former des équipes, à se poser ces questions-là, est un temps qui va nous permettre d'être percutant et innovant dans les prochaines années? Notre conviction, c'est un grand oui. Puis il y a le sujet des NFT aussi. On peut en dire un mot. Oui, exactement. Donc, c'est la monnaie du métaverse. C'est en tout cas, donc on réfléchit, on va lancer dans les prochaines semaines un jeu avec des NFT, donc avec l'idée de chevaux digitaux dont les performances sont liées à la réalité. Quoi. Nous, on a une structure en plus de ça un peu particulière. On finance le monde du cheval en France, donc c'est important pour nous. Le métavers est l'écrin dans lequel ça va pouvoir se faire, dans lequel ça va pouvoir se vivre, dans lequel ça va pouvoir s'échanger. Et donc on a une conviction vraiment forte, c'est que nos deux initiatives sont vraiment à travailler en parallèle. Il y a un investissement. Est-ce qu'il y a un plan de retour sur investissement en se disant demain, on va faire du chiffre d'affaires dans une forme de métaverse? Oui, il y a un plan, donc il y a un business plan dans combien de temps ça va gagner de l'argent? À 5 ans qui a été construit. C'est un exercice qui est vraiment un exercice périlleux, c'est-à-dire qu'on sait le jour où on le fait que le lendemain il sera faux, mais parce que les métriques de marché, parce que vous l'avez vu sur le Web3, les crypto-monnaies, etc., c'est quand même très chaotique. Mais en revanche, on se dit, il ne faut pas qu'on fasse ça pour juste avoir un espèce de laboratoire, monter des trucs avec des gars avec des casques qui font quoi. Il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on transforme ça en un business model pérenne. Ça, vous l'avez en tête déjà? Oui, tout à fait. On l'a en tête et on se dit que très vite, si on est capable d'appliquer les economics du jeu vidéo, de créer quelque chose avec une économie dans le jeu, en fait, ça peut très vite générer plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros de revenus, et donc devenir quelque chose qui a un vrai impact et qui permet de passer donc de cette phase du pari à quelque chose qui soit vraiment foncièrement le jeu. Je vais donner la parole à Kim dans un instant, mais je vais reposer la question. En préparant cette table ronde, Pierrick me disait, il ne faut pas reproduire les erreurs de la vie réelle dans le métaverse. C'est-à-dire, on ne va pas faire un bar PMU, même si on adore les bars PMU, il y a des choses... J'espère. Mais finalement, il faut imaginer, aller un peu plus loin, imaginer des choses qui soient hyper en rupture pour les marques, en fait. Oui, alors, on a eu des discussions avec Carrefour, avec un certain nombre de retailers comme ça, et l'idée d'acheter des terrains dans le métavers, c'est intéressante, mais pour y construire quoi? Si c'est pour y construire des rayons dans lesquels on va avec son caddie, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de chez soi de mettre un casque en réalité virtuelle et d'aller dans les rayons. Je pense qu'il y a des choses à inventer qui sont intéressantes et qui vont d'ailleurs créer des passerelles, on parlait de l'expérience utilisateur juste avant, qui vont créer des passerelles sur des nouvelles expériences utilisateurs. J'aime bien citer cet exemple-là, on voit chez les jeunes audiences qui sont sur Roblox, etc. Ma fille, elle nous avait demandé très simplement de faire des mèches d'une couleur différente. On lui dit tiens, pourquoi, comment? Elle dit parce que mon avatar sur Roblox est comme ça. Je veux dire, c'est que les gens testent des choses dans la réalité virtuelle, les passerelles se font et ils les amènent dans le monde réel. Donc c'est un champ d'expérience qui est ultra intéressant, dans lequel on peut tester des nouveaux modèles, on peut tester des nouvelles choses, qui peuvent d'ailleurs inspirer le monde réel et une nouvelle expérience utilisateur dans les magasins, dans ce qui peut s'y passer. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Donc tout ce qui est cosmétique, on va à fond dans le métaverse, en se disant on va tester des nouvelles choses. L'habillement également. Ouais, juste un point là-dessus, je rebondis sur l'histoire des mèches. C'est très intéressant parce que nous, on s'attend en tant qu'agence dans quelques temps à être briefé sur non pas du B2C, B2B, mais D2A, Direct to Avatar, en ayant justement des clients comme PMU qui vont peut-être nous dire écoutez, pour le prochain plan média, il va falloir que vous adressiez à tel type d'avatar, sachant que les avatars vont donc être des personnes virtuelles. Donc on peut aller chercher des personnes virtuelles pour un plan média, mais on sait très bien que derrière cette personne virtuelle, il y a des personnes réelles. Donc on pourra être briefé en D2A pour aller chercher, faire venir des gens dans des écosystèmes, des médias immersifs, donc différents types de metaverse, pour qu'ils créent de l'audience et qu'ils interagissent avec ce qui a été proposé par la marque, mais aussi derrière en sachant que c'est un potentiel consommateur qui va interagir pour de vrai avec la marque dans la vie réelle. Alors, s'il y a bien une réalité dans le métaverse, c'est bien le gaming. Vous, le métaverse, c'est depuis fort longtemps chez Ubisoft que vous le connaissez.
C'est arrivé il y a un an, cette annonce, cette mode, entre guillemets, ce buzz autour de ça. Comment vous l'avez vécu, vous, chez Ubisoft ? Alors, ça fait partie du quotidien. En fait, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, le nouveau standard de l'expérience client, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on est sur des générations qui ont grandi avec les jeux vidéo, qui vont continuer à jouer, même en devenant parents, même en vieillissant. Et donc, en fait, c'est qu'est-ce qui est spécifique aux jeux vidéo qui fait le monde d'aujourd'hui et qui fera le monde de demain, et qui, du coup, avec le métaverse, a un champ des possibles, parce qu'on est dans un environnement ludique. On n'est pas dans de la gamification un peu prise en dehors de l'environnement un peu artificiel. C'est pas Fortnite chez Carrefour. Voilà. C'est ça. Le métaverse permet de créer des expériences dans un environnement qui s'y prête et donc qui est accepté par les consommateurs. Et donc du coup, c'est là où on en discutait, qu'est-ce qui est spécifique aux jeux vidéo et auquel il faut vraiment s'intéresser. Il y a le storytelling, mais comme le disait Thomas tout à l'heure, qui en fait dans le jeu vidéo est du story living, qui est complètement de l'expérience joueur. D'ailleurs, on ne parle pas d'expérience client, et c'est peut-être comme ça qu'il faut le repenser, c'est-à-dire quelle est l'expérience joueur et qu'est-ce que ça veut dire. Il y a la partie immersion, la capacité à créer des mondes, à raconter des histoires, ce qu'on appelle nous le lore, et qui va du coup sortir tous les gens du quotidien et des courses et rendre ça plus ludique et créer une expérience plutôt que du quotidien. Et il y a la partie communauté. Et donc c'est comment est-ce que dans le gaming, on arrive à créer des communautés, pas artificiellement en disant tout le monde aime la page et tout le monde aime la marque. C'est en fait dans le produit et lier ça au produit. Et donc comment créer un vrai lien entre je fais un match dans mon jeu vidéo, je le filme, je le capture, je le diffuse sur Twitch, je le diffuse ailleurs, et j'engage en fait toute ma communauté autour du contenu. Comment vous travaillez, vous, avec les marques ? Parce que votre modèle économique, c'est d'abord de vendre des jeux, d'être en B2C, mais cette activité publicitaire, comment vous la voyez évoluer au sein d'un studio pour... On le sait aussi, hein, les consommateurs, il va falloir les accompagner vers la publicité, parce que certains sont peut-être réfractaires. Ouais. Donc, en fait, on voit des marques qui arrivent en plusieurs étapes dans le domaine du gaming. La première étape, c'est je réalise que j'ai une audience Gen Z, jeune, appétente, avec du pouvoir d'achat qui va croître. Et donc, on a des partenariats. Relations. Donc là, les plus gros, alors c'est pas chez nous, mais du Tiffany avec League of Legends, ou Louis Vuitton aussi qui a fait la même chose. Ensuite, il y a de la publicité in-game. Là, alors j'encourage les marques à venir, et donc moi je suis responsable de l'admon dans les jeux, à venir nous voir, parce qu'effectivement, on est encore sur des marques endémiques, on est très dans le jeu vidéo, monte de la pub pour d'autres jeux, donc en plus on envoie nos joueurs aux concurrents. Donc les marques commencent à s'intéresser à ça et se dire au-delà du partenariat, en fait, on va pouvoir, dans des environnements safe, faire de la publicité dans les jeux vidéo. Vas-y. Et après, le troisième point, mais on n'est pas encore, et on en parlait en préparation de la table ronde, c'est tout ce qui est game commerce, où on va commencer à avoir un lien entre l'e-commerce et d'autres articles et le commerce des achats in-game. Ça, justement, PMU, faire un partenariat avec un studio de jeux vidéo, c'est peut-être ça la première étape ? C'est une des étapes sur lesquelles on travaille, c'est effectivement de considérer que le jeu devient aussi un contenant, en fait, et plus seulement un contenu dans lequel nous, marques, on va devoir faire vivre quelque chose à nos clients. Donc ça rejoint beaucoup ce qui a été dit sur story making, hein, c'est quelle histoire je raconte. Et pour nous, juste pour revenir par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le pari, l'histoire sur le pari est difficile à raconter, parce que c'est quelque chose qui est plutôt un produit d'expertise. Donc raconter une histoire plutôt sur un cheval, le lien que je crée avec le cheval, et indépendamment d'ailleurs de ses performances, est quelque chose qui pour nous a beaucoup de sens. Donc c'est effectivement cette discussion qu'on a en ce moment avec les studios de jeux. On va arriver au bout de la table ronde, je vais juste refaire un tour de table. Comment vous voyez, si on revient sur le même sujet dans 5 ans, sur le prochain Forum de l'Alliance Digitale, en 2027, qu'est-ce qu'on va dire à votre avis ? Vous avez 30 secondes chacun. Adrien. J'espère qu'on dira qu'on a pu avancer grâce aux courbes d'expérience qu'on aura démarrées aujourd'hui sur la partie digitale, et en plus dans le rôle des agences, c'est vraiment ça, c'est inciter nos clients et les annonceurs à démarrer des courbes d'expérience le plus tôt possible, et qu'on aura, j'espère, avancé sur la partie mesure justement, mesure des investissements, mesure de la performance, et les sujets évidemment de brand safety après. Il faut que tout ça accélère très très vite, avec probablement des outils tiers qui permettront de bien mesurer ce qu'on aura investi pour le compte de nos clients. Pierrick, rendez-vous dans 5 ans.
En 30 secondes. Oui, alors déjà, dans les chiffres, il y a des études qui montrent qu'à horizon 10 ans, sur l'Europe, ça représente 440 milliards de dollars pour l'Europe. Ça veut dire 1,7% du PIB, du GDP, donc du PIB. Je pense qu'on pourra commencer à regarder ça. On pourra commencer à mesurer la valeur qui aura été générée. Et je pense que dans la présentation qu'on a eue avant, on verra aussi dans l'expérience client maintenant des choses qui sont liées à ces expériences virtuelles et comment est-ce que se transforment. Et c'est ce qu'on verra, qui est lié à tout le travail qui est fait par les gens qui sont autour de cette table et qui va, à mon avis, changer la donne. Kim ? Et pour ma part, j'espère que les marques se seront vraiment appropriées les codes du jeu vidéo et auront compris que le potentiel des gamers, aujourd'hui c'est 3 milliards de gamers, 50% de femmes. Donc oui, sont joueuses, 50% en Asie aussi, et donc auront vraiment compris le potentiel et ne nous regarderont pas comme des geeks au fond du garage. Constantin, est-ce qu'on pariera vraiment? On jouera Ouais, on au jouera. hippisme? Ouais, j'espère qu'effectivement ce sera devenu une réalité, qu'on jouera et qu'on aura réussi à raconter la bonne histoire. Je pense que par ailleurs on se sera beaucoup trompé, que ce soit le choix des métavers, le choix des blockchains, on se sera beaucoup trompé, on aura beaucoup appris et ça fera de nous effectivement des acteurs performants. Allez, rendez-vous en 2027 pour le Forum de la Rendez-vous est pris. Merci à tous et puis encore Merci désolé beaucoup. pour la voix.